Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil, bienvenue dans ce journal. La victoire du président Alassane Ouattara au premier tour de l'élection du président de la République du 25 octobre dernier a été célébrée mercredi nuit au Golf Hotel. C'est donc une initiative de la Direction nationale de campagne du candidat du RHDP. On en parle avec Abou Sanogo. Golf Hotel dans la commune de Cocody ce mercredi 27 octobre. Le stade de ce grand réceptif hôtelier, chargé de symboles et riche en histoire, a connu une grande ambiance. La Direction nationale de campagne du RHDP a voulu ainsi associer tous les militants à la victoire du candidat Alassane Ouattara avec un score sans appel de 83,66%. Vêtus de t-shirts et autres accessoires à l'effigie du président réélu, les militants et sympathisants du RHDP venus de toutes les communes du district d'Abidjan n'ont pas boudé leur plaisir. Heureux qu'ils étaient d'avoir participé au triomphe de leur champion, Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP. Onguès Bonsens, Force One, DJ Arafat, TNT et José, pour ne citer que ceux-là, ont réussi à faire danser les personnalités et les nombreux militants qui ont fait le déplacement. Et c'est sous le coup de 22 h que le président de la République Alassane Ouattara et son épouse sont arrivés. Un tour d'honneur pour saluer et remercier ce grand monde. La fête en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara a tenu toutes ses promesses au stade du Golf Hotel. Après l'élection présidentielle du 25 octobre, les organisations et associations se succèdent pour féliciter les acteurs politiques et le peuple ivoirien qui ont participé à ce scrutin dans un climat de paix. La mission de la coordination des ONG et associations de l'espace CEDEAO, qui a observé cette élection du président de la République, n'est pas en marge. Elle a rencontré le médiateur de la République pour lui remettre son rapport préliminaire, en présence de nos reporters Éric Goré et Serge Collier. Processus électoral sans violence, un scrutin transparent dans un climat apaisé. C'est le constat fait par la mission d'observation des élections de la société civile de l'espace CEDEAO. Ces observateurs se sont réjouis du bon déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Selon le chef de mission, la présidentielle de 2015 a respecté toutes les règles de démocratie. Cette audience se situe dans le cadre des différentes missions que nous avons eues à observer dans le pays. Tout s'est bien passé pour ce que nous avons vu sur la terre ivoirienne et c'est à féliciter dans la sous-région. Le grand médiateur s'est félicité de l'esprit patriotique qui a prévalu en cette année électorale. Les premiers mots qui m'animent sont des mots de satisfaction pour le bon déroulement des élections qui viennent de se passer dans le pays. En général, en Afrique, on a habitué les gens toujours à l'occasion des élections de nous entrechamailler, de même nous disputer quelquefois. La mission d'observation des élections de la société civile de l'espace CEDEAO a remis son rapport au grand médiateur de la République. Le secrétaire d'État tchadien à la santé publique a été reçu ce vendredi, hier donc 30 octobre à Abidjan, en audience par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au centre des échanges, la tenue de la 65e session du comité régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévue à N'Djamena. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Banque mondiale et les autorités ivoiriennes, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en tête, ont examiné hier vendredi à Abidjan les résultats de Doing Business 2016, l'occasion d'une évaluation sans complaisance des insuffisances qui ont quelque peu douché les attentes du gouvernement. Objectif, donner une impulsion nouvelle, forte et ordonnée, et surtout coordonnée à nos ambitions pour le classement 2017. Lanciné Bakayoko, Adama Koné.
À ce classement Doing Business Focus 2016, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places, passant du 147e au 142e rang. Une avancée à minima. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Car nous ne sommes pas cette année, il faut le souligner, parmi les 10 pays top performateurs dans le monde. Effectivement, sur les 2 précédentes années, la Côte d'Ivoire avait réalisé la prouesse d'engranger 30 points. 3 principaux facteurs ont conduit à cette légère performance cette année. Le retard dans la prise de texte en raison de la faible réactivité cette année des administrations concernées. Le retard ou la faiblesse de la mise en œuvre effective des mesures prises au plan législatif et réglementaire sur le terrain. Du fait que les usagers n'ont pas accès ou n'ont pas eu accès à l'information et à l'utilisation effective des services rendus par certaines administrations concernées. Le faible rendement de l'organisation du travail lié au manque de synergie d'action ou encore une duplication des actions au niveau des acteurs publics nationaux, départements ministériels ou agences. Néanmoins, l'objectif reste de placer la Côte d'Ivoire parmi les 50 premiers pays au monde du classement Doing Business de la Banque mondiale au plus tard en 2018, donc bien avant 2020. Pour ce faire, nous allons instituer des visites périodiques d'inspection par les ministres concernés, voire par le Premier ministre, pour le temps qu'il sera nécessaire afin de rendre les réformes effectives sur le terrain. Par ailleurs, le gouvernement aura probablement à revoir le dispositif institutionnel pour lui insuffler plus de répondants, lui permettant d'assurer une mise en œuvre plus efficace, un suivi plus rapproché et plus efficace donc des décisions et des mesures arrêtées. Je demanderai notamment aux ministres de les examiner afin de proposer très rapidement au gouvernement un calendrier réaliste et à leur portée. L'approche doit être de privilégier d'abord les réformes, sans doute dites petites, mais qui peuvent avoir un impact certain et rapide sur l'environnement des affaires et dans le classement Doing Business. Ces mesures devraient conduire à un formidable rebond dans le prochain classement. Rappelons que le Doing Business mesure la facilité à faire des affaires dans un pays. On reste toujours en économie. Nombre de pays célèbrent ce 31 octobre la journée internationale de l'épargne. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste de cette dynamique, même si concernant cette activité, la situation est à améliorer et les opinions sont divergentes. Cette situation requiert, selon les spécialistes, la sensibilisation de la part des décideurs, car certes l'épargne dépend du niveau de revenu, mais elle implique aussi la responsabilité de chaque individu consommateur. Armand Boui, Abou Sanogo. L'épargne se définit comme la partie du revenu qui est mise de côté, qui n'est pas affectée à la consommation immédiate. Au moment où les pays du monde célèbrent l'épargne, on se demande si les consommateurs ivoiriens, essentiellement du secteur informel, épargnent. Je suis tatoué depuis 10 ans. Ça me permet de mettre un peu d'argent de côté. Je fais un peu d'économie, 2000 francs par jour. Quand je gagne, je garde. Jusqu'à la fin du mois, je prends faire mes affaires. Chaque fin de mois, je garde quelque chose de côté. Tout le monde peut épargner. Même une vendeuse d'arachides, une vendeuse d'eau glacée peut épargner. Ça, c'est une obligation pour moi. Le transport est tellement cher que quand on vient, on vend souvent, tu n'arrives pas à te retrouver. Les chauffeurs nous disent qu'ils payent le pont à 2500, donc ils sont obligés d'augmenter le transport pour s'en sortir. Donc c'est pas facile d'économiser. Et ce qu'on devait gagner là, c'est ça, on ajoute sur le transport. La couture, c'est pas facile parce que non seulement le tissu est cher, les impôts, la mairie, le loyer, c'est pas facile pour nous d'épargner. Si au regard des déclarations des consommateurs, les opinions divergent, les spécialistes, eux, estiment que la situation est à améliorer. Ce qu'on note, c'est que quand on regarde les statistiques globales, c'est-à-dire le pourcentage d'épargne totale dans le PIB, on se rend compte que quand même ça tourne autour de 20-21%. Donc ce qui montre que c'est quand même encore faible. Voilà, donc on pourrait faire mieux. En économie, l'épargne revêt différentes formes et obéit à des critères. Ces différentes formes d'épargne peuvent être regroupées en deux grandes formes. On a donc l'épargne liquide, c'est-à-dire donc ce que nous mettons à côté, tel que la thésaurisation, ou même l'épargne qui se retrouve, qui sont dans les comptes courants, ce qu'on appelle l'épargne liquide. Et on a l'épargne qu'on peut investir, c'est-à-dire les placements dans
dans des comptes d'épargne, dans des actifs financiers comme les actions, les obligations. Quand on regarde un peu, selon la théorie économique, il y a dans la consommation d'un individu, il y a la partie qui est incompressible, c'est-à-dire la partie qui ne dépend pas du revenu, et la partie qui est, je peux dire, qui dépend du revenu. Alors, il faut quand même faire un effort pour épargner le surplus. Selon les spécialistes, pour pallier le faible niveau de l'épargne, les décideurs doivent sensibiliser la population. Celles-ci doivent prendre conscience de leurs responsabilités, même si cette option dépend pour l'essentiel du niveau des revenus. C'était un reportage signé Armand Boui et Abou Sanogo. Direction Mbouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où le comité de libération des sites publics et privés est en action. On en parle avec nos confrères de RTI Mbouaké. Le Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés fait l'état des lieux de la mission à lui assignée par l'État de Côte d'Ivoire. Sur 1303 cas de plainte, 720 personnes ont pu récupérer leurs biens, 196 en cours de règlement et 385 en attente. Voici ainsi dressé le tableau au plan national. Dans la région de Gbeke, sur 653 dossiers, 361 plaignants ont été satisfaits, quand 91 sont en cours de traitement et 201 en attente. Le comité est tout simplement en action. L'opération se poursuit, elle a été initiée depuis en 2013, elle se poursuit et elle se poursuivra jusqu'à ce que la dernière maison soit libérée. J'ai reçu une mission, j'ai eu un ordre de mission, une feuille de route, je poursuis ma mission jusqu'à ce que ma hiérarchie me dise stop. Un des défis majeurs du comité était de déloger des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui avaient occupé illégalement des sites. Depuis le 30 juin, cela est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, on doit dire qu'il n'y a plus de militaires dans les sites publics privés. On a aussi reçu pour mission d'aller département en département pour nous assurer de l'effectivité de leur départ. La mission du Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés court jusqu'au traitement du dernier cas. Un mot de sport à présent. Dans le cadre du dernier tour éliminatoire du CHAN 2016, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient face aux Black Stars du Ghana hier après-midi au stade Robert Champroux de Marcory. Match remporté bien sûr par les éléphants. Un petit but aura suffi au bonheur des éléphants. Une balle de Jimo Shérif bien coupée par Boakofi Devi à la 35e minute de jeu au cœur de la défense ghanéenne. C'est avec beaucoup de détermination que les éléphants ont attaqué la partie. Battus 2-1 à Koumassi il y a 2 semaines, ils ont vite mis le rouleau compresseur en place et empêché le Ghana d'avoir le contrôle du jeu. Nguessan Serge et ses camarades ont bien quadrillé le terrain et ils seront récompensés par le but de Boakofi Devi. Un score qu'ils tiendront jusqu'à la fin du match à la grande satisfaction de Michel Dussieux. Une grande satisfaction. Parce que c'était un beau challenge que l'on avait à relever de priver le Ghana, vice-champion d'Afrique, puisqu'ils étaient finalistes lors du dernier, toujours qualifiés pour le CHAN, de les priver de la route pour le Rwanda. Donc c'est une belle performance et je suis très heureux évidemment et très fier des garçons. La Côte d'Ivoire est le 15e pays qualifié pour la phase finale du CHAN 2016, prévu du 16 janvier au 7 février prochain au Rwanda. Reportage signé RTI Sport. L'actualité sportive, c'est aussi la Coupe du Monde de rugby. À l'affiche de la finale, l'Australie face aux All Blacks. La finale de la 8e Coupe du Monde opposera 2 vieilles connaissances pour un grand classique du rugby planétaire. L'affiche All Black Wallabies est la plus usitée du rugby mondial. Les 2 équipes s'affronteront pour la 155e fois depuis 1903. Ils sont au firmament du rugby international. L'Australie et la Nouvelle-Zélande vont s'affronter samedi en finale de la Coupe du Monde de rugby au terme de 6 semaines de compétition. Et la bataille s'annonce rude pour les Wallabies qui font face aux tenants du titre. Les All Blacks comptent dans leur rang certains des meilleurs joueurs du monde, parmi lesquels leur capitaine Richie McCaw ou encore l'ouvreur Dan Carter qui avait raté la finale il y a 4 ans à cause d'une blessure. L'objectif des All Blacks est clair. Devenir la première équipe à remporter 2 fois de suite le tournoi. Mais il faudra d'abord trouver une faille chez son adversaire australien.
On essaie juste de se préparer du mieux que l'on peut afin d'être prêt d'ici samedi, pour ne pas laisser à ces gars trop d'opportunités parce qu'ils sont dangereux. Ils n'ont pas beaucoup de faiblesses, donc il va falloir les trouver. L'Australie a su faire preuve d'une solidité constante tout au long de la compétition, battant l'Angleterre et le Pays de Galles en phase de poule avant d'éliminer les Écossais puis les Argentins en demi-finale. Un an à peine après avoir pris les rênes de l'équipe, l'entraîneur Michael Cheika a su construire une équipe soudée. Rien ne crée plus de lien dans une équipe que de travailler dur tous ensemble, transpirer un peu, cracher un peu de sang ensemble. Tout cela construit le respect. Pendant des mois, j'ai vu cette équipe faire ça. Les deux équipes espèrent décrocher leur 3e consécration en Coupe du Monde. Avec 8 défaites contre seulement une victoire face aux All Blacks depuis 2011, les statistiques ne sont pas vraiment du côté des Australiens, qui peuvent toutefois se raccrocher à leur succès d'août dernier contre les Néo-Zélandais. Ils retrouveront leur meilleur ennemi pour la première fois en finale, samedi, à Twickenham. L'actualité internationale à présent, et c'est en bref, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD, et l'ICAD, l'initiative pour la démocratie au Congo, l'IDC. Les deux principales plateformes de l'opposition ont rendu hommage hier vendredi à leurs militants tués par balle ou disparus lors de la répression policière de la marche du 20 octobre dernier. Des victimes de l'opposition estiment au nombre de 17, des victimes que l'opposition estime au nombre de 17, alors que les autorités parlent de 4 morts. La cérémonie s'est déroulée sans accroc en présence de quelques parents de victimes. Le président Obama a signé hier vendredi au Congrès américain son intention de retirer le Burundi des pays bénéficiaires de l'AGOA, l'accord commercial préférentiel entre les États-Unis et l'Afrique. La Maison-Blanche explique dans un communiqué que le Burundi ne remplit plus les critères qui permettent de maintenir ce partenariat. Après le rapport l'année dernière d'Amnesty International qui dénonçait les tortures et les exécutions des prisonniers et à quelques semaines de la candidature de Teodoro Obiang-Nguema à un énième mandat à la présidence de la République, l'opposition équato-guinéenne avait lancé un pavé dans la mare en publiant le 12 octobre dernier une liste de 310 supposés assassinats politiques perpétrés sous son régime. Hier vendredi, le gouvernement lui a répondu estimant que cette liste était fausse. L'opposition maintient et précise que cette liste n'est même pas encore close. Au moins 27 morts ont été tués vendredi 30 octobre au soir dans une explosion et un incendie lors d'un concert de rock organisé dans une boîte de nuit à Bucarest, la capitale roumaine. D'après les autorités, on dénombre également 162 blessés qui ont été transférés dans une dizaine d'hôpitaux de la ville. Pour Bucarest, c'est la plus grande tragédie après le tremblement de terre qui avait secoué la ville il y a quelques dizaines d'années. Selon les témoins, c'est une fusée de feu d'artifice qui a été tirée à l'intérieur du club lors d'un concert d'un groupe de rock. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.